Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Mais on est ravis de démarrer ce début d'année avec toi, avec cet épisode. Et donc tu cours, Je suis ravie c'est d'être ça ? là. Je Tu cours, prépares oui, le, je tu cours prépares le depuis marathon de... un an. Je prépare le marathon des JO. En fait, je me suis rendu compte il y a 1 an et demi, en août 2022, que mon changement de dizaine avait lieu exactement au moment du marathon des Jeux Olympiques et qui était ouvert pour tous. Ok. Donc j'ai creusé pour savoir comment ça se passait. Il fallait d'abord gagner des points, il fallait se mettre à courir, ce que je ne faisais pas du tout. Je déteste ça à la base, mais quand même le challenge me paraissait juste énormissime et le timing aussi. Et donc je me suis mise à courir un tout petit peu, mais vraiment, vraiment pas beaucoup. J'en ai surtout beaucoup, beaucoup parlé autour de moi, que j'allais faire le marathon des JO, ça c'était une certitude, mais je ne courais pas. Et puis finalement, en janvier l'année dernière, je m'y suis mise un petit peu. J'ai gagné des points, me suis connectée à des applications pour pouvoir me lancer des challenges et me forcer à courir. Puis finalement, j'y arrivais pas sans ça. Et puis en août dernier, donc même le jour de mon anniversaire, le 3 août, j'apprends que je suis inscrite au marathon des Jeux Olympiques. Excellent. Un truc de Incroyable. dingue. Je n'en reviens toujours pas parce que je suis pas quelqu'un qui presque pourrait le mériter, parce que je suis pas quelqu'un qui court depuis des années. Donc pour ceux qui courent depuis des années et qui rêvent de le faire et qui sont pas encore sélectionnés, je trouve ça rude, mais je m'en fous. Moi, j'y vais et du coup, je m'entraîne. Ah, c'est l'univers qui t'envoie un signe, là, qui t'envoie un message. Exactement. Ah, c'est C'est fort. énormissime. C'est fort. J'en ai couru un seul dans ma vie, celui de Paris. Et ce qui avait été Ah, incroyable, c'est que ça avait été une aventure, là où c'est quand même une performance individuelle, ça avait été en fait une aventure collective parce que j'avais juste fait les 10 premiers toute seule. Après, ma sœur m'avait rejoint pour les 10 suivants, mon frère pour les 10 suivants et Romain pour les 10 derniers. Et du coup, chouette. c'était trop chouette parce qu'il y avait aussi cette attente, en se disant: «Bah, je passe le 10, je vais retrouver, Pauline, je passe le 20, je vais retrouver, Victor, je passe le 30, je Ouais. vais retrouver Romain». Et franchement, Moi, c'était chouette. je suis arrivé à la partie sympa, tu vois, quand ils ont déjà fait 30 bornes et que tu vas quand même moins vite. Donc, ouais, c'était plus Oui, c'est cool. ça, t'as pas dû courir C'était très plus vite. cool. Non, moi, j'étais bien. J'étais La bien. mauvaise langue, parce que j'ai tenu le même rythme du début à la fin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah C'est oui, vrai. c'est vrai. Bon, je viendrai prendre quelques conseils. Donc, prépa marathon et en parallèle de Ouais, ça, entrepreneuriat. Alors ça, c'est fort quand même. l'oulais. Mmh. C'est Ouais, cool. ouais, l'année 2024, elle va être intense, pleine de challenges. Ça va être un vrai tipping point. Ouais, c'est Ça va être un cool. gros tournant, je pense. Et bah, tu sais quoi, L'objectif, on est déjà dans l'épisode alors. On a déjà exact. démarré. Ça, c'est C'est cool. génial. C'est cool. Et ben, tu sais quoi, Uriel, on va te laisser la parole. Qui es-tu ? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Uriel Morvezen, j'ai 49 ans, encore. J'ai grandi en Bretagne, un petit village qui s'appelle Plouay, dans le Morbihan. Je suis très attachée à la Bretagne. J'y ai vécu pendant 22 ans, les 22 premières années de ma vie. Et malgré tout, quand j'étais plus jeune, je ne rêvais que d'une chose, c'était de découvrir le monde. Je voulais travailler à l'international, je voulais aller aux États-Unis, ouais, j'avais soif de l'extérieur de la Bretagne. Et aujourd'hui, je suis extrêmement attachée, mais à l'époque, je voulais conquérir le monde. Donc, j'ai fait des études dans ce sens. J'avais pas trop de sous, mes parents non plus, donc j'ai fait la fac, LEA, anglais-espagnol.
Et puis, il fallait que j'en fasse quand même quelque chose de cette fac. Donc, je me suis vite inscrite pour partir à l'étranger. Donc, je suis partie 1 an aux États-Unis, dans le New Hampshire. Et j'étais tellement heureuse de cette expérience qui a renforcé forcément ma langue anglaise que je me suis dit, il faut que je fasse absolument la même chose pour l'espagnol. Donc, j'ai cherché en France quelle université non pas proposait, mais obligeait dans son cursus à partir à l'étranger. Et donc de Rennes, de la fac de Rennes, puis des États-Unis, je suis partie à Tours, à l'université François Rabelais, qui, dans son programme de licence et de maîtrise, donc maintenant Master 1, proposait un semestre de chaque dans la langue qu'on étudiait. Donc j'ai fait un semestre à Tours, je suis partie à Madrid et j'ai travaillé chez Chanel au siège social en relations publiques pendant quelques mois en tant que stagiaire. Et quand je suis revenue, j'ai été embauchée en intérim à la NBA, qui créait son siège européen et qui organisait en même temps le McDonald's Championship. C'est le dernier McDonald's Championship qui a existé dans le monde. C'était c'était un, comment on appelle ça? Un tournoi international qui invitait les meilleures équipes du monde à se rencontrer. Et à l'époque, il y avait Michael Jordan Hmm. qui jouait. Et donc, j'ai eu la chance de voir Michael Jordan jouer. C'était assez exceptionnel. Donc, c'était dingue. Ils me proposaient un job, mais j'avais encore un peu d'études à faire. Donc, je suis allée à la Sorbonne Nouvelle pour finir mes études. Et puis, c'est là que voilà, j'ai enclenché ma carrière internationale. Elle a débuté là, j'ai envie de dire, dans une boîte qui éditait des logiciels d'apprentissage de langue. Mais finalement, elle avait un peu commencé parce que j'avais vu du monde, j'étais déjà partie à l'étranger et voilà, c'était lancé, quoi. Mmh. Et tu faisais quoi? Tu as commencé par quoi dans cette boîte, Alors, de j'étais chef logiciels? de projet localisation. C'est pas un métier qui est très connu. En fait, quand la boîte vendait, par exemple, un logiciel pour apprendre l'anglais à la Corée, eh bien, le coréen, lui, il faut qu'il ait le manuel, le packaging, les explications des exercices dans sa langue. Moi, j'étais pas du tout traductrice, mais je gérais ce projet d'adaptation du logiciel à la langue du pays à, la, à laquelle il était vendu. Et je travaillais donc avec les équipes marketing, avec les équipes tech, avec le commercial, etc., pour que le projet de localisation puisse se faire en temps et en heure et que tous les problèmes techniques puissent se résoudre, etc., etc. Donc, c'était très intéressant. Mmh. Et entre-temps, j'ai rencontré le papa de mes enfants, qui a eu très envie, en regardant le parcours international que j'avais déjà eu, d'aller lui-même vivre à l'étranger. Donc, on a fait une demande de résidence permanente pour aller vivre en Australie. On a pris le monde sous notre nez et on s'est dit, où est-ce qu'on a envie de vivre dans un pays anglo-saxon? Donc, on est parti par élimination. L'Angleterre, c'était trop près. Les Américains, moi, j'avais déjà vu, j'avais pas envie d'y retourner. Le Canada, il fait trop froid. L'Afrique du Sud, c'est un peu chaud. Il reste l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis, il s'avérait qu'à l'époque, ma mère était partie s'installer avec mon frère et ma sœur qui étaient plus jeunes que moi en Nouvelle-Calédonie. Donc, l'Océanie nous ouvrait les bras et du coup, on a choisi l'Australie. Ça a pris un peu de temps pour faire ce dossier de résidence permanente. Ça nous a pris 1 an et demi. Et puis, entre-temps, on a eu le temps de faire un bébé qui est né à Paris, à Sèvres. Et puis après, on est parti avec notre bébé sous le bras. On a tout vendu, pas de job. Voilà, on est d'abord parti en Nouvelle-Calédonie pour revoir ma famille que j'avais pas vue depuis très longtemps. Et puis après, il nous restait un petit saut de puce, hein, Nouméa, Sydney, c'était Hmm. quand même juste à côté. Donc on est parti à l'aventure, sans boulot, mais convaincu que ça allait, qu'on était assez solide pour pouvoir se lancer ce défi et puis aller jusqu'au bout. Mmh. Une petite, âme entrepreneuriale, déjà? Ouais, finalement, je me rends compte que je me suis lancé beaucoup de défis dans ma vie et que ça déroulait plutôt facilement. J'ai toujours peur de rien.
Ça me paraît en fait, il y a un projet, on y va. On se retrousse les manches et j'ai l'impression que c'est une formalité. Quand des gens, écoutent mon parcours, ils me disent que c'est exceptionnel, mais moi c'est ma normalité. En fait, je pense que je mourrais, le jour où j'aurais plus rien à faire, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui te donne cette force, cette peur de rien? Comment est-ce que ce que je veux dire, c'est que Comment ça vient? oui Comment c'est venu? et ça demande une tranquillité intérieure, une assurance, un ancrage qui est assez fort, pour, ne pas on va dire, ne pas trop douter, parce que ne jamais douter, je pense que c'est très compliqué, voire impossible. Mais, Oui, oui. en tout cas, ne pas perdre la foi et la confiance que tout se passera bien ou du mieux possible et qu'on s'en sortira. Qu'est-ce qui, toi, t'a constitué ou sur tu vois, quelles sont tes ressources? Ouais, je pense qu'il y a une forme de naïveté, ou de confiance dans la vie. Je déroule vraiment les étapes au fur et à mesure et sans réfléchir peut-être. Hem, En fait, bon, j'ai quand même un début d'histoire un peu douloureux. Mon papa est tombé malade quand j'avais 11 ans. Il a eu un cancer du poumon dont il ne s'est pas sorti puisqu'il est décédé quand j'avais 15 ans. Il avait 41 ans. Et j'ai vu forcément la difficulté. J'avais des parents qui gagnaient pas très bien leur vie. Ma mère ne travaillait pas. Mon père, il est travaillait à l'Arsenal, à l'armée, en tant que bourrelier sellier. C'est pas un métier qui est très connu, mais de base, il avait un diplôme de tapissier décorateur. J'y reviendrai, mais c'est important. Et ma mère était couturière, crêpière et couturière. Euh, et, euh, et j'ai vu mes parents, on va dire pas très riches, voire assez modestes. Et ce qui était très fort en moi, c'est que je voulais pas être pauvre. Ça, par contre, très vite, adolescente, je m'étais dit: «Voilà, moi, je veux faire des études, je veux avoir un métier où l'argent, c'est pas un problème» entre guillemets. Je veux pas, être catastrophée parce que la machine à laver tombe en panne et que j'ai pas les moyens de la remplacer. Donc ça, c'était très fort. Et puis j'ai vu ma mère sombrer dans la dépression après le décès de mon père. Elle avait pas de boulot, elle avait 3 jeunes enfants. Moi, j'avais 15 ans, mais mon frère et ma sœur, ils avaient, 12 et 9 ans. Donc c'était dur et plutôt que d'être forte pour nous, elle s'est plutôt écroulée et là encore, moi, je me suis dit: «Je veux pas être comme ça. Je veux pas, c'est comment elle peut s'écrouler alors que nous, on est là?» Et je pense qu'il y a eu une forme de colère et de hargne et de rage en moi qui, finalement a été mon moteur. C'est quelque chose de qui s'est révélé positif, ouais, d'être une battante et de dire: «Non, non, mais là, il y a rien qui me fera, m'écrouler». Mmh. Je pense que c'est une forme de survie Oui. et ouais. Mmh. Tu peux ne pas répondre à cette question, Ariel, mais quelle relation t'entretiens aujourd'hui avec ta maman? Quel type de relation tu Alors elle est entretiens? décédée aussi, il y a assez longtemps, j'avais 32 ans, donc elle en avait 56. Mmh. Elle a eu la maladie de Charcot. Mmh. Donc j'ai perdu mes 2 parents assez jeunes, mais dans les années qui ont suivi, en tout cas, pour répondre à ta question malgré tout, donc entre mes 15 ans et mes 32 ans, très, très, très tendue. Je l'ai jamais comprise. Je l'en ai voulu longtemps, et à mon père aussi d'ailleurs, alors pour ma mère de pas avoir réussi à surmonter l'épreuve du décès. Elle a toujours été triste, elle a toujours été, je vais dire faible, c'est dur comme mot, mais voilà, on est comme on est. C'est pas quelqu'un de très battant et de très fort et de très, de se lancer des gros défis et puis de les remonter et de remonter la pente. Elle a été, voilà, dépressive longtemps et dès qu'on parlait de notre père, elle avait les larmes qui montaient, donc c'était quand même très, très fort le décès, et sa solitude.
Ouais, j'ai été en colère contre ma mère, donc je pouvais pas avoir des bonnes relations avec elle. Je lui ai jamais pardonné, en fait, sauf juste avant son décès, quand elle a été malade et là, OK, je me suis dit: «Bon, bah, elle a fait ce qu'elle a pu avec les armes qu'elle avait et j'ai pardonné». Mais moi, j'ai pas été une ado, très sympa. Mmh. Je vais pas faciliter la vie et mon père, j'étais en colère parce que lui, pendant les 4 années où il a été malade, il a fumé. C'était un fumeur. C'est peut-être ça qui a engendré, la maladie, mais en tout cas, il s'est jamais arrêté. Et après, je pense qu'on fait un choix quand on apprend qu'on a un cancer et qu'on va en mourir. C'est, je me bats et je vais ou surmonter la maladie ou en tout cas vivre le plus longtemps possible ou alors OK, ben, je vais mourir, je profite. Et je pense qu'il a pris cette phase, cette deuxième option et moi, en tant qu'enfant, ben, j'ai trouvé ça rude, quoi. Mmh. Alors Oui. c'est tout ça, c'est après, hein, que je me suis dit tout ça. Forcément, quand j'étais gamine, j'ai pas eu cette réflexion. Mais j'ai été très en colère longtemps et en analysant et en prenant du recul, je pense que c'est ça, je leur en veux à tous les 2 de pas avoir été forts et moi, en tant que grande sœur, en plus, j'ai eu la responsabilité aussi, très vite d'être solide et d'être, la référente solide pour mon frère et ma sœur et donc je me suis mis une carapace aussi de faut que j'assure, quoi. Mmh. Ça me fait poser la question, de quelle maman tu es aujourd'hui, et aussi peut-être, quel manager, tu vois, dans l'entreprise, même si c'est des contextes qui sont assez différents, mais on ressent voilà, cette grande force que tu t'es employée, par ton histoire familiale, en grande partie, à promouvoir, à montrer, et à ne jamais quitter. Hem, Tu vois, comment est-ce que ça se traduit dans les valeurs que tu veux transmettre, au quotidien, ouais, aux personnes qui t'entourent? Alors pour mes enfants, c'est vrai que, je leur dis que tout est possible, forcément, et que tant qu'on n'est pas mort, toutes les difficultés s'affrontent. Donc oui, j'avoue qu'on baisse pas les bras, j'avoue que je leur dis, ouais, c'est un peu ça que je transmets finalement. C'est cette force et cette énergie de se lancer dans des combats et on m'a dit que j'étais une guerrière un jour, mais c'est un peu ça en fait. On part avec son bâton de pèlerin ou on part avec ses armes et toute difficulté est une épreuve, mais pas forcément, insurmontable, jamais. Et en tant que manager, je pense que, ben, un peu pareil finalement, il y a des épreuves, il y a des nœuds à résoudre, mais tout se surmonte. C'est des cailloux dans la chaussure. On dans tout et puis je le vois déjà en tant que chef d'entreprise maintenant, il y a forcément, des montagnes russes, mais même quand on est au fond de la piscine, à un moment donné, on touche le fond, mais on pousse et puis on remonte. Donc chaque épreuve est surmontable. Mmh. Chaque épreuve est surmontable, j'en suis, intimement convaincue. Mmh. On Et t'a j'ai une maxime, ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ariel. J'ai une maxime, que je dis, que je me dis souvent et que je transmets aussi, c'est, «Tout arrive pour une raison». Donc quand c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose de beau derrière et il faut croire en ça. Moi, je crois très, très fort en ça. Mmh. Mais c'est vrai que quand on est dans le dur, bah, c'est dur, quoi. Mmh. Bon, t'as lâché tout à l'heure, tu venais d'arriver en Australie, avec, un petit bébé et ton mari. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que vous êtes pas arrivé pour faire du backpacking? Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure australienne? Alors d'abord, on est allé en Nouvelle-Calédonie Ouais. pour rejoindre ma mère, mon frère et ma sœur et de quelques mois où on se disait: «Bon, on a un peu de sous de côté, on va pouvoir, rencontrer ma famille, souffler un peu et puis ensuite on fera le saut de puce». On s'est inscrit dans une boîte d'intérim, pour, pas trop grignoter les économies et puis finalement, j'ai eu un CDI
dans une compagnie maritime. Et c'est là où j'ai démarré ma carrière de 17 ans dans le transport international de marchandises. Et puis on a posé un petit peu nos valises. On est resté 3 ans à Nouméa. On a fait un deuxième bébé. Et puis à un moment donné, il a été temps de partir. Alors moi, je serais bien restée en Nouvelle-Calédonie. Je me serais bien arrêtée là. Mais mon compagnon à l'époque tenait absolument à ce qu'on aille jusqu'au bout du projet. Et il y avait aussi une deadline qui était que dans les 5 ans après l'obtention du visa, on puisse demander la résidence permanente. Il fallait avoir vécu 2 ans dans les 5 ans après l'obtention du visa pour demander la citoyenneté. Et pour lui, ça, c'était hyper important. Donc, au bout de 3 ans à Nouméa, il nous restait 2 ans et demi de, 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 de temps pour avoir cette citoyenneté. On s'est dit, OK, on y va. Donc, on est parti. Je suis partie parce que c'était moi qui parlais couramment anglais. Toute seule avec ma valise et 2-3 contacts. Et je suis d'abord arrivée à Sydney. J'ai rencontré les personnes qu'on m'avait conseillé de rencontrer, qui m'ont dirigée vers d'autres personnes à Melbourne. À Melbourne, je suis allée chez la sœur d'un ami qui habitait déjà là-bas. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai été recrutée chez Schenker. J'ai postulé chez eux parce qu'ils organisaient, alors je ne savais même pas que ça existait, les Jeux du Commonwealth. C'est en fait un peu des Jeux olympiques, mais que pour les pays du Commonwealth. Et ça se passait cette année-là à Melbourne, c'était en 2006. Et je trouvais ça super excitant d'organiser toute la logistique et le transport international de tout ce qui concerne ces Jeux. Et puis j'ai passé des entretiens et on m'a dit, OK, on n'a pas de boulot pour toi dans ce domaine, mais si tu veux, on a un job de commercial, ils appelaient ça trade lane manager, développement en gros du trafic, des ventes de trafic de marchandises entre Melbourne et la France. Donc si tu veux développer ce marché-là, on t'embauche. Et donc en fait, 3 semaines après mon arrivée en Australie, j'avais un contrat en poche et donc j'ai plus eu qu'à ramener hommes et enfants. Les enfants à l'époque, ils avaient 1 an et demi et 3 ans, donc c'était vraiment des petits bébés. Donc je suis partie pendant 1 mois et demi. Je suis retournée à Nouméa, les revoir. Et puis après, je suis repartie. Ma sœur m'a rejoint et en décembre, et donc ouais, tout début décembre. Et donc elle est venue chercher mes enfants qui sont venus à Melbourne. Enfin bref, ça a été une grosse logistique. Et ensuite, le papa de mes enfants m'a rejoint en janvier. Et donc en janvier, la famille était réunie. Et puis c'était parti. Lui, après, il a eu quelques mois pour trouver du boulot. Et puis voilà, on était lancés. Donc ça a été vraiment un gros projet, mais ça s'est fait. Ça s'est fait sans trop de difficultés, Et du coup, étape par étape. ouais, je fais juste une petite parenthèse, mais puisqu'on a commencé sur ce qui arrive bientôt, le marathon des JO, c'est assez symbolique finalement, parce que entre la NBA et puis là, les Jeux de cette région du monde, C'est du vrai. Commonwealth, je sais pas, il y a comme, est-ce que tu as l'impression de boucler une boucle? Est-ce que ça rentre en résonance avec ton histoire? Ou pas du tout? Mais, moi, ça me percute que, tu vois? Ouais, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai qu'il y a il y a des signaux. Je suis allée voir un ami aussi qui a fait un Ironman. Donc ça, c'est une sacrée épreuve à Embrun en plus, qui est très difficile parce qu'il y a il y a un col énorme, il y a beaucoup de dénivelé pour l'épreuve de vélo notamment. J'y avais pas pensé, mais en tout cas, le lien, moi, que j'ai fait entre ce marathon des Jeux Olympiques et mon histoire, c'est plus le côté endurance, résilience, combativité aussi contre soi-même. Le fait que je vais avoir 50 ans, tout juste quelques jours avant ce marathon, et que j'ai découvert que la première fois que les femmes ont eu l'autorisation de faire un marathon aux Jeux Olympiques, c'était il y a exactement 40 ans, en 1984, pardon, à Los Angeles. Et quand on y réfléchit, 1984,
C'est C'est hier, hier. ouais. C'était il y a pas si longtemps. Je trouve ça complètement dingue. Donc il y a quand même plein de symboles, plein ouais, il y a comme un alignement qui se fait et je suis vraiment, vraiment très contente de cette date Ouais, particulière. C'est chouette. c'est incroyable. Vous restez combien de temps en Australie, tu disais tout à l'heure? On est resté 5 ans. Ouais. 2 ans et demi à Melbourne et 2 ans et demi à Sydney. Le papa de mes enfants a eu un job à Sydney, donc on a déménagé, c'était pas prévu. Mais et donc Schenker n'a pas pu me suivre et donc je suis partie chez DHL, toujours pour développer le business entre la France et l'Australie. Et c'est là qu'on s'est séparés. C'est une grosse épreuve de couple de partir à l'étranger parce que finalement le combat il est aussi contre soi-même de s'adapter à un pays, de parler une langue étrangère, d'être un étranger. Et on n'a pas d'entourage, on n'a pas de on sort complètement de sa zone de confort. Et puis nous, on l'a fait 3 fois finalement, en allant à Nouméa, en allant à Melbourne et en allant à Sydney. Donc on repart à 0 à chaque fois. Moi, j'étais un peu habituée à ça parce que finalement, entre les États-Unis, Tours, Madrid, Paris, j'étais déjà très à l'aise. Christophe, il n'avait jamais quitté la région parisienne quand on est parti. Donc il était toujours resté dans sa zone de confort et lui, ça a été vraiment difficile de s'adapter. Et je pense que c'est ça qui nous a fait exploser en vol parce que il avait 5 ans de plus que moi. C'était quelqu'un qui avait de l'assurance aussi beaucoup et qui était un peu un guide et quelqu'un sur qui je m'appuyais beaucoup. Et puis finalement, il s'est révélé quand on est parti à Nouméa et en Australie que c'est moi qui déroulais et c'est moi qui avais le job, c'est moi qui trouvais les maisons, c'est moi qui commençais en premier. Et du coup, je pense que ça l'a beaucoup déstabilisé et ça a déstabilisé notre couple et l'équilibre qu'il y avait au départ. Et voilà, ça a eu raison de nous. Et du coup, tu rentres en France après ça ou Ouais, en fait, le fait de proposer que le fait de vivre seule en Australie avec une relation un peu difficile avec le papa de mes enfants et que mes enfants grandissent en fait avec comme repère des parents qui sont tendus et pas de famille autour, ça me dérangeait. Ma mère était déjà décédée, mais ma sœur était rentrée en France. Ma grand-mère était toujours debout, mais elle avait déjà 97 ans. J'ai eu envie de rentrer en France et d'offrir à mes enfants un bout de famille. Mon oncle et ma tante étaient encore, enfin voilà, sont encore là. Donc le peu de famille que j'avais envie de rentrer. J'ai envie de rentrer à la maison. Donc j'en ai parlé à DHL. Il y a eu un poste qui s'est libéré et je suis rentrée dans des très bonnes conditions puisque dans ce cas-là, le conteneur il est payé, les billets d'avion sont payés. Ils nous accompagnent beaucoup dans la relocalisation en France. Donc voilà, du coup, on a bouclé la boucle, on est retourné à Paris. Et donc, ça a été un gros challenge aussi. Je pense que c'est la plus belle vente que j'ai faite de ma vie. C'est de convaincre le papa de mes enfants de rentrer en France parce que lui, il n'avait pas du tout envie de quitter l'Australie. Mais je sentais que si l'un d'entre nous rencontrait quelqu'un, l'autre était coincé. Parce qu'il n'était pas question de rentrer en France et de laisser mes enfants à Nouméa, enfin à Sydney, et pour lui que je rentre avec mes enfants. Donc c'était à 4 à Sydney ou à Paris, mais à 4. Donc il a fini par accepter de rentrer et ça vraiment, je lui suis très reconnaissante, mais ça a été c'était une très belle vente de le convaincre. Comment a germé ton envie d'entreprendre? À quel moment tu sens les petites graines en toi et à quel moment elles vont vraiment éclore? Mais parce que pour l'instant, tu es salariée avec des missions Salariée, ouais, tout à fait. diverses. Et je suis restée encore longtemps parce que je suis restée 2 ans chez DHL à Paris. Et puis, je me suis installée à Toulouse. Maintenant, ça fait 12 ans que j'habite à Toulouse. J'y suis allée par amour.
Et Christophe, il m'a suivi aussi. Donc on est toujours à 4 à Toulouse. Mmh. Et j'ai été responsable grand compte, j'ai été directrice d'agence. Je sentais que j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens, mais c'est pas facile de quitter un confort. Et donc, de temps en temps, je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre, mais je savais pas quoi. Donc la décision se prenait pas. Et ce qui a été un gros déclencheur, alors il y a un premier déclencheur, c'est l'Australie malgré tout, parce que là que j'ai rencontré ma couette en laine. L'Australie, c'est le premier pays producteur de laine dans le monde. Et en fait, des couettes en laine, ça se vend dans tous les commerces. C'est assez naturel en fait de dormir là-dedans. Et moi, je suis curieuse et aventurière, donc je me suis dit tiens, une couette en laine, c'est étrange. Il fait chaud en Australie, mais s'ils en vendent, c'est que ça doit être bien. Donc j'ai testé et j'ai très bien dormi dedans. Et puis voilà. Et sans le savoir, ça a été mon tipping point, Mmh. mon premier. Mais j'ai continué à dérouler ma carrière dans le transport international de marchandises. Le vrai tipping point, c'est en 2019, février 2019. Ça va faire exactement 5 ans dans quelques semaines. Mon chef m'a convoqué à Lyon. On a passé une année 2018 très difficile, mais je sentais qu'on était sorti de la tourmente et que 2019, on allait dérouler. Et il m'avait envoyé un recommandé que j'étais pas allée chercher. Moi, je vais jamais chercher mes recommandés parce que la poste a mes horaires de travail. Euh, et donc, je suis convoquée à Lyon. J'ai failli louper mon avion, mais je l'ai eu. Et je débarque à Lyon. Et là, j'apprends que je suis licenciée. Là, ça a été d'une violence extrême. Je m'y attendais absolument pas. Euh, et, euh, et j'avais un vol à 18h. À 10h30, j'étais retournée à l'aéroport. On avait signé tous les papiers. À 10h30, j'étais à l'aéroport. Et j'ai attendu 18h mon vol. J'ai passé la journée à l'aéroport à réfléchir à la manière dont j'allais rebondir. J'ai pas pleuré, j'ai pas versé une seule larme de la journée. La seule chose qui m'a importé, c'est comment je vais rebondir. Mmh. Comment je vais me sortir de là. J'étais tellement pas prête que forcément pas du tout prête à monter ma boîte, mais je sentais qu'il y avait une certitude, c'était que j'allais sortir de cette industrie. C'était terminé. Euh, voilà, Mmh. c'était fini. Je suis rentrée, j'en ai parlé à Guillaume, mon compagnon, qui m'a dit: «T'inquiète, je suis là, tu vas y arriver et on va s'en sortir». C'est la seule personne à qui j'en ai parlé. J'ai mis des semaines à en parler à mes enfants, encore plus au reste de ma famille, à mon entourage, j'ai pas dit un mot. J'ai dit à personne que j'étais licenciée. Et j'ai erré pendant 1 an. En fait, 2019, moi, ça a été mon année de confinement. J'ai cherché qu'est-ce que j'allais pouvoir devenir. Je me suis très vite inscrite à, à une petite formation à la chambre de commerce qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. Donc ça a germé très vite quand même, hein. On était Mmh. en juin déjà. Et puis là, j'ai eu 3 millions d'idées. Alors, je vais vous passer la boîte pour accompagner des gens qui voulaient travailler à l'étranger, donc une boîte de RH, de recrutement dans le recrutement international, une boîte pour faire du coworking. Enfin, j'ai eu des idées à l'appel. La couette en laine, elle n'est pas venue tout de suite, mais elle est venue quand même dans toutes les idées. Donc je faisais des études de marché un peu rapides et puis je disais à mes fils et à Guillaume, et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, non, ça c'est trop compliqué, non, 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 allez hop, ok, je range. Et voilà, et j'ai tiré le fil comme ça pendant des mois. Et, et puis au bout de quelques temps, en janvier 2020, je me suis dit, bon, ok, j'ai pas d'idée probante, ok, je laisse tomber la création d'entreprise, je vais rechercher du boulot. Donc, Là, ton entourage est. Tu mets combien de temps à annoncer à ton entourage que tu as été licencié?
Parce que là, on est en janvier 2020, mais toute l'année 2019, ils sont au Ouais, courant, ils si j'en savent, ils avais savent parlé, pas? Ouais, ouais, en été. d'accord. J'ai dû mettre 3-4 mois Pour quelle raison? avant d'en parler. Je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais bloquée. En fait, cette épreuve-là, ça a été la plus vexante de ma vie. En fait, c'est purement l'ego qui prend une claque, hein. Mais c'est l'épreuve la plus vexante que j'ai vécue de ma vie et j'arrivais pas à en parler, j'arrivais pas à m'en remettre. J'ai pris un coup de poing monumental dans le ventre et j'avais honte. Comment était-ce possible? Euh, C'est de la stupéfaction, là. ça sortait pas. Ouais, 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 la sidération. ouais. J'avais le Considération, ouais. souffle coupé. Ouais, c'est ça. Et Donc bon, après, de fil en aiguille, j'en parlais, mais vraiment quand ça venait, vraiment quand j'avais pas le choix, euh, ça venait pas. ouais, Et pendant des années en fait, hein. Là, j'arrive à vous en parler, mais malgré tout, c'est assez à vif encore. mmh. Et je te remercie J'ai mis beaucoup, du hein. temps à me dire, je peux raconter cette épreuve et finalement en faire une force. C'est très récent ça. Mmh. C'est très très récent. Ouais, ouais, vraiment, moi, je te remercie beaucoup parce que c'est très inspirant, la manière dont tu nous le racontes comme ça. En tout cas, moi, ça me touche énormément, parce que, heu, déjà, ne serait-ce que cette journée, à l'aéroport où on t'imagine et d'un point de vue extérieur, tu vois, on a quand même l'impression que tu as vécu des moments dans ta vie de galère, quoi. Vraiment des moments, difficiles. Et la force, même si, oui, ça te demande des mois pour pouvoir en parler, pour pouvoir reprendre le dessus et oui, même si tout ça, c'est évidemment, vexant, mais ça le serait pour n'importe qui, je pense. Enfin, c'est des des c'est des gros tipping points dans une vie. C'est incroyable. C'est incroyable de tu vois, la confiance, que tu as, que tu montres et que tu nous partages de: «Je m'en sortirai, je vais rebondir, je vais trouver, j'explore, je me laisse Ouais, pas abattre». Alors maintenant que tu nous as partagé ton histoire familiale, on comprend mieux et à la fois ça reste extrêmement inspirant, parce que moi je sais pas s'il m'arrivait un truc comme ça, je pense que je m'effondre. Enfin, tu vois, que moi, ma journée à ouais. l'aéroport, je la passe à pleurer, à me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais pourquoi? Mais comment?» Tu vois? Et donc merci beaucoup pour ce témoignage-là, ouais. Ouais, ça permet. J'arrive à en parler aujourd'hui et à dire et à continuer à dire: «Ce qui ne tue pas rend plus fort». Parce que des épreuves, moi, j'en ai vécu des dures et au final, on en sort toujours grandi, on en sort toujours, c'est vrai que je suis assez dure pour ça. J'ai du mal à comprendre des gens qui s'écroulent parce que moi je m'écroule pas. C'est là où je peux être parfois un peu dure, je pense, parce que, parce que ce qui tue pas rend plus fort. C'est tellement ancré en moi que je sais que j'ai du mal à comprendre les gens qui vont s'écrouler. Hem, mais en tout cas, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui effectivement et hem et c'est ce qui m'a permis de rebondir, ouais. Ouais. Mmh. Mais c'était dur. Après j'ai pas versé une larme. Ce qui me surprend encore, j'étais à sec complet. Dieu sait que j'ai pleuré pour mon père, Dieu sait que j'ai pleuré pour ma mère, j'ai pour ma grand-mère, enfin voilà, il y a la mort me fait pleurer, mais le reste non, rien du tout. Et puis au final, finalement, il y a que la mort qui est vraiment dure à accepter, mais tout le reste pour moi, ce n'est Mmh. qu'épreuve. Alors je pense on me le dit, hein, que parfois je suis dure, mais c'est le reflet de ma vie, quoi. Janvier 2020, pardon. T'as posé tout un tas d'idées, mais t'as pas encore la couette en laine. Mmh. Donc là, si on se remet en janvier 2020, tu fais quoi? T'es Ouais. où? Ça se passe comment?
Janvier 2020, donc je me résous à rechercher du boulot, Ouais. à refaire mon CV, à retourner dans le transport international de marchandises. C'est un peu dur, mais mais voilà, faut que je mange et faut que j'arrête de errer et de regarder des séries et de rêver. C'était chouette, mais mais voilà, faut que je sorte là, ça fait presque 1 an, il faut que je fasse autre chose. Donc je refais mon CV, je réactive mon réseau, je commence à avoir quelques touches, à passer quelques entretiens. Février passe et le 16 mars arrive, confinement, tout s'arrête et évidemment le transport international, se fige quelque peu. Et là, bah, là, je vois bien que c'est pas maintenant que je vais trouver du boulot dans le transport international de marchandises. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, je refouille dans mes dossiers entrepreneuriat et je me dis: «Bon, bah, là, au moins intellectuellement, il faut que je m'occupe parce que là, je vais devenir dingue». Et je me dis: «OK, je vais aller chercher dans un de mes dossiers qu'est-ce qui pouvait être acceptable» et je ressors les gigoteuses garnies de laine française La pépite. parce que c'était ça, Ça, la première idée. ouais. Mmh. Ouais, et je me dis: «Au moins intellectuellement, ça va m'occuper». Parce que bon, voilà, c'est bien gentil de rigoler, mais et donc je creuse. Je creuse ce sujet et très vite, je me dis: «Il faut que je me fasse accompagner». Parce que jamais monté d'entreprise, pas question de rester toute seule dans mon coin. Qu'est-ce qui existe comme accompagnement pour monter sa boîte? Et je tombe sur les premières. Les premières Occitanie, c'est un organisme, il y en a partout dans les régions de France, qui accompagne les femmes, essentiellement femmes ou en tout cas binômes, au moins une femme dans l'association, à monter leur boîte. Et il y a une session qui arrive mi-avril. Donc je m'inscris, je suis prise et donc mi-avril commence un programme d'accompagnement à la création d'entreprise qui dure 6 mois et qui donc on fait tout en visio, avec des intervenants. On est une promo de 8 femmes. On fait tout en visio, et on est accompagné pour, le business plan, pour le développement, enfin la position de l'entrepreneur, pour le BP, le développement marketing, voilà, la stratégie commerciale, et cetera, et cetera. Bon, c'est très pragmatique, c'est très concret, c'est vraiment très très intéressant. Et on a un coach qui m'a beaucoup remué, qui m'a beaucoup énervé, mais qui m'a challengé et que je remercie finalement aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a permis de me rendre compte que la gigoteuse, c'est pour le bébé, c'est très normé et ça va être long. Et je voulais faire la gigoteuse et je voulais faire la couette. En fait, j'avais déjà plein d'idées sur comment j'allais développer la boîte. Et puis finalement, il me fait réaliser qu'on va peut-être commencer par les couettes, c'était plus simple pour tourner vers le bébé plus tard. Et donc je fais un pivot, et donc je développe et je cherche, qui pourrait me fabriquer ma couette en laine et je participe à un un 1er concours. Ça fait 3 mois que j'ai l'idée. J'ai pas de logo, j'ai pas de nom, mais je m'inscris à un concours qui s'appelle Be a Boss et où on pitch pendant 4 minutes son projet d'entreprise ou son projet ou entreprise, hein, différents stades de maturité. Mais c'est ça qui me force, mi-juin, bah, à travailler toutes les étapes et toute la projection de ma boîte. Donc je trouve un logo à l'arrache que je crée, sur internet, je trouve le nom de la boîte et je développe. C'est ça qui me donne en fait l'objectif de 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 construire ce business plan. Je participe, donc je suis déjà sélectionnée, qui est déjà une super étape et je pitch. Bon, je suis pas sélectionnée pour la suite, mais en tout cas, mais j'avais déjà énormément avancé sur cette première étape et c'est grâce à ça, surtout parce qu'on était enregistrés, c'était encore tout en visio, donc en juin 2020. C'est grâce à ça que j'ai pu convaincre, celui qui est aujourd'hui mon fournisseur de m'accompagner. Pourquoi? Parce que cette visio, elle était enregistrée.
Lui, qu'il avait qu'une crainte, c'est que je lance un truc, pas très cher, et puis que je disparaisse après, et que je casse le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon fabricant, c'est aussi un concurrent. Mais il me fait confiance. Exactement sur le même créneau que toi? Créneau. Ouais. Ok. Il me fait confiance parce qu'il a vu la vidéo, parce que j'ai expliqué toutes les étapes de ma vision d'entreprise, les tranches de prix auxquelles je voulais vendre mon produit, que je voulais haut de gamme, que je voulais comment je voulais développer la boîte, où est-ce que je voulais aller, etc. Donc en 4 minutes de pitch, ça a donné une vision et il m'a fait confiance. Il m'a dit ok, je vais t'aider. Et, à la fin du programme, donc en fin octobre 2020, j'avais entre les mains une couette Loulaine et je pitchais devant toutes les parties prenantes du programme et je lançais le jour même, donc c'était tout début novembre, je lançais le jour même sur Ulule les précommandes de ma première couette Sienna. Donc c'était un bel aboutissement. Et Donc ça a été très très vite. Ouais. Pardon, Je parce voulais que pas rater l'hiver. justement, comme ça a été très vite, à quel moment tu es passé de bon, je vais faire quelque chose pour m'occuper, sinon je vais devenir complètement folle. Et puis en plus on est confiné, enfin on se rappelle le contexte. À en fait, je vais vraiment le faire, je vais vraiment aller jusqu'au bout. Je suis je deviens chef d'entreprise et je vais et en fait c'est une activité dans laquelle je me projette sur du long terme. Est-ce que c'est d'emblée ou est-ce que parce que tu vois où il y a une bascule là aussi qui se fait au printemps ou je ne sais pas? Bah, en fait, ça s'est fait, encore une fois, étape après étape, sans que je m'en rende vraiment compte de ce que j'étais en train de construire. Hem, «Qu'est-ce que tu en penses?» «Ah ouais, c'est une bonne idée, mes enfants pareil». Hem, Hop, il y a eu le programme d'accompagnement et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit: «Bon, bah, OK, j'y vais». Je me retrousse les manches et heu et je deviens chef d'entreprise, je monte cette boîte et ouais, disons que, c'est le programme, en fait. Et les 6 mois qui m'ont f accompagnée à construire mon projet très sérieusement, le fait de trouver le fabricant, le fait en fait d'avoir passé les étapes les unes après les autres et de voir qu'elles avançaient et qu'elles devenaient concrètes, donc de faire des sondages autour de moi, de voir que oui, ça avait l'air de plaire, bon bah OK, bon bah OK, j'y vais. Et pourquoi la couette en laine? Alors pourquoi la couette en laine? Parce que je dors à l'époque, parce que ça fait déjà, 4 ans, mais à l'époque, je dormais dedans depuis 15 ans. Je l'avais rencontrée à Melbourne, j'en avais acheté une à Melbourne, à mon arrivée en 2005. Je dormais dedans, elle avait donc 15 ans, donc un peu fatiguée. Ça faisait un moment que je regardais, que je cherchais, à la changer en France. Ça existe, mais il y avait rien qui me donnait envie d'enclencher l'achat. Ça bloquait. Hem je me suis dit: «En fait, personne sait à quel point on dort bien dedans. Personne sait, les bienfaits de la laine sur la santé, sur le sommeil, l'abondance de cette matière, hem, le lien qu'on peut faire avec le sommeil, que c'est naturellement anti-acarien, que c'est thermorégulateur et que ça s'adapte très bien à nos variations de température la nuit, que c'est un excellent isolant, que, c'est naturellement anti-acarien, ça je l'ai déjà dit, que ça aide, en fait, comme ça s'adapte à nos variations de température en quelques secondes, on a chaud, on est bien dessous et on s'endort finalement très facilement. On met pas 3 heures à se réchauffer dans son lit. Je sais pas si, dans quoi vous dormez, mais en hiver, en tout cas, souvent quand on se glisse sous la couette où le lit est très froid, on met du temps à se réchauffer et c'est horrible cette sensation qui dure, souvent, quelques minutes. Là, dans une couette en laine, c'est quasiment instantané Ouais. et enfin moi j'adore aller me coucher et je déteste me sortir de ma couette le matin.
Et c'est marrant parce que Donc, maintenant que tu dis ça, je crois que la nôtre, c'est une couette en laine, parce que je me souviens dans une petite boutique à Lyon, vraiment, on cherchait une couette, la discussion avec ce monsieur qui me dit, non, mais il faut absolument prendre ça, etc. Et je crois que moi, je me dis, mais pourquoi? Il m'a convaincue et je me suis laissée convaincre. Mais c'était vraiment pas naturel pour moi d'acheter une couette en laine. À l'époque, en tout cas, tu vois, et je me suis dit, mais quelle idée, mais bon. Et puis, il avait l'air tellement convaincu et tellement sûr de lui que, allez, ça fait tentons. confiance. Mais je crois que tu vois, si j'avais pas eu ce monsieur-là, c'était pas un achat évident Ouais. pour moi. Il y a un vrai lien à faire. Pardon. Il y a un vrai lien à faire entre... Enfin, on fait naturellement, je pense, le lien entre la qualité de vie, ta santé et la qualité du sommeil, mais on fait pas le lien, et c'est ce que tu nous dis, Ariel, entre ta qualité de sommeil et la qualité de ta couette. Ouais, c'est ça. En fait, on parle beaucoup de gens qui dorment pas bien, qui ont des insomnies. Bon, il y a les maladies du sommeil, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, on se dit jamais, on dort pas bien, mais ça peut venir de sa literie et notamment de sa couette. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils transpirent ou qu'ils ont froid ou on sort pour réguler finalement, on sort au pied de la couette très souvent. Parce qu'on a trop chaud, souvent parce qu'on a trop chaud d'ailleurs. Pourquoi? Parce que dans une couette en synthétique, elle va jamais absorber son humidité, elle va jamais être capable, on a beau mettre toute la technologie du monde dans le synthétique, ça n'aura jamais les propriétés d'une fibre naturelle. Et donc elle ne pourra pas s'adapter à nos variations de température, ça c'est impossible. Pour la plume, qui est une matière naturelle, son paradoxe, c'est que ça a les propriétés de la laine, donc c'est assez extraordinaire pour être un isolant et pour absorber l'humidité, etc. En revanche, pour pas que les plumes sortent de la couette, la couche de tissu, donc c'est un sandwich, hein, une couette, c'est coton, laine ou garnissage, coton. Le tissu qui entoure la plume, il doit être ce qu'on appelle dawn-proof, c'est-à-dire qu'il doit empêcher les plumes de sortir. Et pour ça, il y a un traitement sur le tissu spécifique qui fait que ça étouffe finalement. C'est tellement dense et tellement, c'est un peu comme une toile de parachute. L'air ne passe plus et ça tue les propriétés de la plume. Et souvent, on étouffe dans une couette en plume. La laine, c'est un léger voile qui est superposé les uns sur les autres pour pouvoir capturer de l'air et être assez gonflant. Ça va pas sortir du coton, du tissu de coton, et donc on va pouvoir avoir un tissu beaucoup plus aéré et donc laisser l'air passer et donc être respirant et laisser explorer toutes les propriétés de la laine sur le sommeil. Moi, j'ai envie de retourner me coucher, là. Ça me donne envie de me replonger. Tout le monde sait qu'on a une couette en laine. Maintenant, tout le monde sait qu'on a une couette en laine. Voilà. Et en fait, tu disais tout à l'heure, tu as fait ton petit marché quand tu recherchais ta couette parce que la tienne était à remplacer. Tu trouves donc rien qui te satisfait, donc un peu comme tu le fais avec le marathon, avec l'Australie, avec toutes les difficultés, ou en tout cas les petits cailloux, c'est simple, tu t'obliges, tu mets un plan, tu rentres dans une discipline extrêmement forte, parce que moi c'est ce que je vois, et puis tu es déterminé. Et donc toi, la réponse que tu apportes, c'est quoi? Je vais le faire. Et donc tu le fais comment? Si je ne trouve, en fait, si moi, je ne trouve pas la réponse à mon besoin, c'est que d'autres ne trouvent pas non plus. Donc déjà, c'est pas connu. Je dis souvent que 75% des Français dorment sous une couche de pétrole. Ça, c'est ma phrase. C'est-à-dire que le marché de la couette est tenu à 75% par le synthétique. Il y a un bon 22-23%, c'est la plume, et 2-3%, c'est la niche, c'est la laine, c'est le tencel, c'est les autres. Donc la laine, c'est absolument pas connu, c'est inexistant. Donc quand on cherche une couette, c'est en fait les seules options qui existent, c'est le synthétique ou la plume. Donc on va jamais aller chercher la laine. Donc et le peu qui en entendent parler,
finalement, le choix, il est très pauvre. Et ensuite, finalement, des gens comme moi se disent, ben, c'est cher et c'est moche. Bon, je vous la fais courte, mais moi, ça a été mon ressenti. Mhm. Ça convient peut-être à d'autres, mais en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Donc, pour donner envie, il faut déjà que ce soit désirable. Ça a été mon moteur. Donc, j'ai soigné l'esthétique, j'ai fait un joli design, j'entoure la couette d'un biais, donc d'un petit bout de tissu qui est coloré, qui change au gré des saisons, des envies, en co-création avec notre communauté. Et du coup, j'ai rendu le produit un peu sexy. Et une fois qu'il donne envie, je peux parler finalement des bienfaits de la laine, etc. J'ai cassé la barrière du moche. Euh, Après, il y a un énorme travail pédagogique autour de ce produit parce que, vous le disiez, c'est pas connu et ils font donc beaucoup de visibilité et il faut casser les idées reçues. C'est-à-dire que je dis couette en laine, déjà on entend couverture en laine. Mm. Ça nous replonge à notre enfance, à notre époque où on allait chez nos grands-mères avec des couvertures en laine qui grattent et qui piquent. Et on se dit, oh là là, ça doit être, bah voilà, ça gratte, ça pique, c'est lourd et ça tient très chaud. Mm. Ah, mais moi, c'est la réaction que j'ai eue en plus dans ce magasin-là. Et bon, il a fini par me convaincre, mais la nôtre est moche. Très concrètement. Ouais. Ouais, parce que ceux qui en fabriquent partent du principe que c'est pas grave, ça sera caché dans une housse. Mm. Mais bon, quand on met, parce que c'est souvent un produit 3, 4, 500, 600 euros. Ça saute gamme, ouais. C'est un petit budget quand même, donc c'est dommage de pas soigner ce point-là qui est pas plus cher finalement. Mm. Donc voilà, le travail, c'est vraiment de casser ces idées reçues, de montrer que c'est extrêmement léger. C'est pas, la laine, elle est pas en contact avec la peau puisque c'est un garnissage et, et donc ça va pas gratter, ça va pas piquer, c'est super léger. Et non, ça va pas tenir trop chaud puisque moi j'ai dormi dedans en Australie, à Melbourne et à Sydney, qui est quand même un pays réputé pour être chaud. Pourtant, je dormais très bien dedans. Je me suis même pas posé la question de j'ai trop chaud sous ma couette en laine. Je dormais très bien dedans. Alors, j'avais la version la plus fine, parce que forcément, si on a une couette super épaisse, c'est clair que le grammage fait un peu la différence. Mais malgré tout, je dormais très bien dedans. Mm. Et- Donc, ça répond très naturellement à toutes les idées reçues. La difficulté aujourd'hui, finalement, c'est de se faire connaître. Mm. Et du coup, tu reviens un peu à tes origines. Enfin, tu rentres en France, tu vas faire des choix qui sont très locaux. Enfin, tu vas nous en parler avec des valeurs aussi de responsabilité assez fortes. Est-ce que ça te vient en même temps que le projet? Est-ce que c'était une évidence que tu voulais quelque chose de local, de responsable ou pas? Enfin, en tout cas, comment tu te positionnes avec ces sujets-là? Parce que j'imagine que les années d'avant, enfin les 20 années dans le transport maritime, tu étais très loin. En tout cas, ce que tu as pu voir, j'imagine, était assez loin des réflexions sur l'environnement, sur l'impact, parce qu'on sait à quel point le transport et le transport maritime, en tout cas, pollue, pour le dire très concrètement. Un impact. Ouais. Ouais. Oui, alors en fait, là, vraiment, la bascule, hein, le virage, il est énormissime. J'ai travaillé pendant presque 20 ans dans le service, à l'international, en B2B. Et là, je travaille dans le textile et je me lance dans le local et dans le B2C. Et 100% français. Mais je voulais avoir du sens. J'avais vu le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui m'avait énormément marqué et qui parle avec énormément de positivité. Allez, on verra si très positive. Si un auditeur est fan et très optimiste. veut nous corriger, il nous enverra un message.
Donc, ce film qui parle de manière très optimiste, en fait, de toutes les actions que font des communautés, des entreprises, des villes, des pays pour avoir un impact positif. J'ai trouvé ça Hmm. exceptionnel. Ça m'avait énormément boosté et je l'ai toujours gardé en tête. Et donc, quand je me suis lancée dans cette aventure, il était très clair que j'allais faire les choses bien. Donc, malgré mon amour pour l'Australie, et je suis australienne aujourd'hui, je l'ai eu, cette citoyenneté, malgré mon amour pour l'Australie, malgré le fait que ce soit le premier pays producteur de laine dans le monde, il n'était pas question d'aller chercher ma laine en Australie. Ça, c'était très clair. Je, je suis allée chercher la laine. Je voulais absolument que la laine soit française, que la fabrication soit française et qu'on puisse voilà, travailler en circuit court, faire des produits de qualité euh, et mettre l'humain vraiment au cœur de l'aventure. Donc les fondements, ils étaient quand même très très clairs et je voulais aller le plus loin possible dans cette réflexion. Euh, et je sais plus quelle était ta question, mais je pense que ça y répond Oui, à peu près. est-ce que tu vois, à quel moment ce sont des questions, mais oui, tu viens de Oui, répondre avec le film qui vient te percuter. Et du coup, quels sont ouais, tes... j'étais loin du transport international de marchandises, Eh quoi. oui, Je voulais avoir un impact positif. c'est ça. Et quels sont tes grands apprentissages là depuis 2020, fin 2020, que euh, ça y est, tu t'es lancé de manière très concrète. Quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es confronté, tu te confrontes, et les grands apprentissages, les belles réussites qui te permettent de continuer à porter ce projet de manière aussi optimiste? C'est marrant parce que il y a au moment où j'ai créé la boîte, donc tout début novembre, j'ai eu l'impression d'être au bord d'un précipice et de sauter. Alors j'ai fait un saut à l'élastique pour me marquer mes 25 ans. Et j'ai eu cette sensation d'être au bord. Et voilà, ça y est, il faut sauter. C'est maintenant. Quand on a l'extrait-cabis entre les mains, on se dit bah maintenant, ça y est, c'est parti, on peut plus reculer. C'est trop tard. Ça a été assez grisant, mais j'ai adoré cette sensation. Et après, on continue. Il y a des belles victoires. D'abord, la réussite de cette campagne de précommande sur Ulule qui a été un joli succès. Je partais de zéro, j'avais pas de réseau, j'avais pas contacté la presse. Avec du recul, je me dis j'aurais pu m'y prendre différemment et faire aller beaucoup plus loin, mais j'ai fait avec les armes que j'avais à ce moment-là. Mais en tout cas, ça a quand même très bien marché. J'ai quasiment tout mon entourage qui m'a fait confiance, qui m'a acheté des couettes. Donc, il y a eu le cercle proche. Sur les 90 couettes que j'ai vendues tout de suite, en quelques semaines, j'ai eu 30% de mon cercle proche, 30% de leur cercle ou un petit peu plus large et 30% d'inconnus. Donc ça, j'avais trouvé ça génial parce que il y a des inconnus qui m'ont fait confiance avec le bidouillage que j'avais fait pour présenter le projet et c'était en plus des trucs sur PowerPoint que je faisais des captures et je le mettais dans Ulule. C'était le truc, il était pourri à souhait. Mais j'avais fait quand même une vidéo pour raconter le projet et et puis voilà, les gens m'ont fait confiance et j'ai trouvé ça génial et surtout les retours. C'est qu'en fait, les gens ils disent waouh, mais c'est génial en fait. Vous avez changé ma vie. Je ne savais pas ce que c'était que de dormir sous une couette. Et j'ai 50, 60 ans. Ça a été le premier cadeau. Et puis après, il y a eu des étapes comme la bourse French Tech qui m'a permis de faire une étude de marché sur un secteur sur lequel je voulais me lancer, qui est trop, qui demande beaucoup d'investissement et donc que j'ai mis un peu de côté. C'était la location de couettes dans le milieu de l'hôtellerie. Hmm. Euh, mais ouais, ça demande beaucoup d'investissement et il faut une plateforme SaaS, je pense que ça met tellement de temps, je pense, à monter que d'abord ça coûte. Je pense que pendant longtemps, ça va coûter avant de rapporter. Donc, j'ai pas la trésor pour ça pour l'instant. Mais on a fait l'étude. Donc, la bourse French Tech, elle m'a aidé pour ça. Il y a eu la région qui m'a donné des subventions aussi
pour pouvoir donner de la visibilité, développer la marque d'un point de vue marketing digital. Et ça m'a fait un bien fou. Donc il y a eu le salon du Made in France où j'ai des clients qui m'ont acheté en ligne, qui sont venus me voir au salon pour me dire merci, c'est super, j'avais envie de mettre un visage sur un nom et je suis très contente et j'arrête pas d'en parler autour de moi. Donc il y a des récompenses au fur et à mesure qui sont vraiment chouettes et qui me donnent envie de m'accrocher tous les jours pour continuer cette belle aventure. Mmh. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'entreprendre toute seule? Euh, oui et non. Curieusement, je me dis, au moins, je me prends pas la tête avec un associé qui pourrait ne pas être en phase avec moi. Et en même temps, depuis le début, je me dis, s'il y a quelqu'un qui se frappe à ma porte pour me dire, j'ai envie de me lancer dans l'aventure, je l'accueillerai avec grand plaisir. Donc, je suis pas fermée, mais je cherche pas. Euh, je suis forte, donc je me dis que j'ai besoin de personne et donc, ce qui fait que non, je me sens pas seule et en même temps, dans les moments difficiles, bah, c'est dur. C'est dur d'être seule, ouais. J'en parle avec mes enfants, j'en parle avec mon compagnon. Je suis malgré tout très entourée. J'ai toujours quand même été chercher l'accompagnement. Je suis vite allée chercher le réseau Entreprendre. Et donc, il y a une communauté, il y a un mentor qui fait que je suis jamais vraiment seule au final. Si j'ai vraiment des difficultés, je passe un petit coup de fil et je dis, bon, voilà où j'en suis, qu'est-ce que tu en penses? Donc il y a toujours un accompagnement, quelque chose à côté qui fait que je suis jamais vraiment, vraiment seule. Et ça me rassure, ça me fait du bien. Il faut pas, en fait. Faut pas rester complètement seul quand on est à la tête d'une entreprise parce que oui, effectivement, il y a des décisions qu'on doit prendre et si on n'a pas un socle sur lequel s'appuyer, c'est super dur, quoi. Donc je suis jamais vraiment seule. Mmh. Aujourd'hui, donc tu as embarqué avec toi un fournisseur et c'est intéressant parce que finalement, ensemble, enfin avec toi, il a décidé, enfin vous avez décidé conjointement de transformer une forme de filière et de faire quelque chose de vertueux. Comment est-ce que tu distribues aujourd'hui tes produits? Alors on est essentiellement en e-commerce. D'accord. Je dirais c'est 60 un gros 75 de notre chiffre d'affaires qui se fait en e-commerce. Le salon du Made in France, c'est un beau moment aussi pour, rencontrer les gens, vendre en direct, avoir des questions et être challengé en permanence. Continuer à répondre aux idées reçues et on a signé un joli partenariat avec Alinéa, il y a quelques mois. Donc on est distribué dans 5 magasins et du coup dans quelques autres aussi. La visibilité a fait que parfois il y a des marques ou des magasins qui nous contactent pour distribuer. Ça reste encore un peu difficile, mais c'est une filière que j'aimerais bien explorer un peu Mmh. plus la distribution. On est sur quelques marketplaces aussi sur internet. Et ça nous donne de la visibilité aussi. Mais l'essentiel, c'est quand même en e-commerce. D'accord. Et aujourd'hui, pardon, c'est un peu, on rentre vraiment dans le détail du business, mais moi, je suis assez curieux de ça. Tu produis à la demande ou tu anticipes ta production, tu stockes et derrière tu fais ta distribution, tu fais ton expédition? Alors en fait, on a les 2. C'est-à-dire que on a la couette Sienane qui est bordée de sable, donc avec un contour très léger, qui est tout le temps qui est notre produit phare, notre best-seller, celui qu'on vend tout le temps et on en a toujours en stock. Et après, on a des petites collections qui sortent en précommande, donc où les gens doivent attendre un petit peu avant de la recevoir, Mmh. mais payent un petit peu moins cher. Ça permet, nous, de pas surproduire, de ne pas faire de stock, et donc de répondre à la problématique de stock et de surproduction. Euh, et, euh, et on fait pareil pour les oreillers, pour les surmatelas, pour la gamme enfant qu'on a développée. Voilà, tous les produits. À chaque lancement,
il y a une période de quelques semaines en précommande. On boucle la précommande, on a un petit peu plus de pièces au moment où on passe où on passe notre commande à notre fournisseur pour la fabrication. Et puis ensuite, cette collection s'arrête et on en lance une autre. La différenciation principale, c'est aussi de consigner les produits. C'est-à-dire que je suis partie la laine, c'est une des firmes qui est la plus recyclable au monde. Donc, partant de ce postulat-là, j'ai fait démanteler mon ancienne couette pour voir dans quelle mesure c'était possible et surtout comment on pouvait recycler la matière une fois qu'elle était démontée. J'ai vu que c'était possible et donc aujourd'hui, on peut proposer chez Loulaine à ce que quand les gens estiment que leur produit il est en fin de vie, donc la couette, c'est très long. La marque, elle a 3 ans et nos couettes, elles peuvent durer largement 10-15 ans. Donc, on l'a pas mis en place pour l'instant. Mais les oreillers, ils auront une durée de vie plus courte, par exemple. Mais on a pu tester le fait que si on propose aux gens de ne pas jeter leur couette quand elle est en fin de vie, mais de nous la renvoyer gratuitement, de les récompenser en leur proposant un 10% sur un prochain achat sur notre site internet. Du coup, la démarche, elle est récompensée. On n'a pas jeté et nous, on récupère la matière, on peut démanteler et recréer des nouveaux produits avec. Bah, du coup, la boucle est bouclée de l'éco-circularité et voilà, on réduit vraiment notre impact environnemental. Génial. Quels sont les challenges là qui sont devant toi, les besoins, les envies? Je me suis découverte extrêmement créative parce que je ne savais pas quand j'ai travaillé pendant 17 ans dans le transport international de marchandises. Donc j'ai 3 millions d'idées pour développer la marque, pour développer des produits. Mais pour ça, il faut des sous, il faut de la R&D un peu quand même. Donc là, aujourd'hui, 2024, ça va être un autre point de bascule, un autre tipping point, qui est de lever des fonds. Je me rends compte que j'arrive un peu au bout du bidouillage, entre guillemets, et de travailler avec des étudiants en alternance, travailler avec... j'ai eu une collaboratrice en CDI, mais très jeune, qui sortait de l'école quasiment, et je me suis rendu compte que non, il me fallait des gens solides, avec de l'expérience, qui sachent mieux faire que moi, parce que mon virage, il est quand même énorme. Hein. J'arrive au bout de ce que je peux apporter à la marque. Et donc, pour ça, il me faut des fonds. Donc, on est en train de préparer là une levée de fonds pour pouvoir recruter, pour pouvoir avoir beaucoup plus de budget marketing digital, pour pouvoir avoir du budget aussi pour créer des nouveaux produits, faire des prototypes, les tester, s'assurer que ça fonctionne. Donc 2024, c'est crucial. On prépare. Génial. Et puis après, il y aura de l'internationalisation aussi. Une fois que tu auras équipé tous les foyers français. T'es déjà Ah, excellent. Ouais, c'est ça. Ouais, on grignote déjà en dehors des frontières. On vend en Allemagne, on vend en Belgique, pas mal en Espagne, en Suisse aussi. Donc c'est chouette de voir qu'on dépasse les frontières. Et je me dis, il y a 8 milliards de dormeurs dans le monde. Et donc, il y a 8 milliards de personnes à couvrir de laine. Donc, l'ascension est infinie. Il y a un besoin de réduire notre consommation d'énergie fossile. Donc, c'est une vraie réponse à ça aussi. Donc, le champ des possibles est énormissime et voilà, il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'il y a un sujet, Euriel, qu'on n'a pas abordé, qui est important pour toi? Non, c'est passé à une vitesse folle et j'ai raconté beaucoup de choses. Je pense que on a beaucoup discuté déjà. Ouais, en tout cas, c'est vrai que, on s'est raconté plein de choses et merci pour ton témoignage. Merci, de nous avoir entremêlé, le personnel, le professionnel parce que
nous, on est convaincus, on est une seule et même personne et notre histoire nous constitue notre business, constitue qui on est dans le milieu professionnel aussi. Et en comprenant les deux ensemble, en fait, on comprend bien plus de choses. Et c'est vrai que ça demande, je crois, un petit peu de courage par moment de pouvoir dire les choses, se raconter avec nos souvenirs, mais de se raconter aussi personnellement dans son authenticité ce que tu as fait avec nous ce matin. Et je voulais vraiment te remercier pour ça parce que, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression de te connaître un tout petit peu mieux. Et voilà, au-delà de cette extraordinaire aventure entrepreneuriale qui est la tienne, on mettra bien entendu le site sur ton site internet et tous les liens pour te trouver sur notre site internet et nos réseaux. Mais déjà, Loulenn, ça se trouve facilement, Loulenn pour ceux qui seront curieux pour aller regarder. Et moi, je te souhaite vraiment de faire une belle levée de fonds, de trouver surtout des partenaires qui correspondent à tes valeurs, qui comprennent ton projet, que tu puisses embarquer sur du temps long et voilà, qui te permettent de faire rayonner ta marque comme tu le souhaites. Moi, je dirais, j'ai noté 3-4 mots. La naïveté qui protège. Parce que ça développe une forme d'insouciance et le fait de se dire, en fait, je vais sauter, puis je sais que j'ai l'élastique, donc il n'y a pas de souci. Et comme tu l'as dit, tant que la santé, en fait, n'est pas empruntée ou sur la table, il n'y a rien qui peut nous arrêter. En tout cas, toi, c'est assez clair qu'il y a pas, ça ne t'arrête pas. J'avais noté aussi beaucoup de discipline, en fait. Pour s'obliger en fait à faire les choses, comme tu le disais, quand on signe les papiers de son licenciement à 10h et qu'on prend son avion à 18h, on a 8 heures pour ne pas s'effondrer, mais bâtir un plan d'action, réfléchir et de se dire comment est-ce qu'on fait, etc. Ce qui n'exclut pas le fait de pouvoir regarder quelques séries et de rester sous sa couette au chaud pour un moment s'y récupérer. Et puis de la détermination associée à quelque chose de très optimiste. C'est qu'il y a un tunnel, mais il y a une sortie de tunnel et que chaque petit pas compte et t'emmène vers cette sortie de tunnel pour développer un projet qui est génial parce que c'est Made in France, Origine France pour les produits, du cycle court avec des partenaires, un vrai projet à impact. Et donc je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui et de faire du beau. Voilà, donc c'est des nouveaux récits, du beau et de l'impact. Merci beaucoup Ariel, c'était vraiment agréable de passer ce moment avec toi. Merci à vous, c'était super. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!